Mon fils m'a traité de pathétique devant 400 personnes. Il a dit que j'étais une vieille ridicule qui épousait un mendiant qui ne voulait que mon argent. Sa femme, Chloé, a ri si fort qu'elle a dû s'appuyer contre la table et toute sa famille a applaudi comme si c'était le sommet de la comédie. Là, dans la salle de réception Les Jardins de Lyon, sous des lustres en cristal qui coûtaient plus cher qu'une voiture, avec ma robe ivoire encore impeccable et mon bouquet de pivoine blanche abandonné sur la table principale, j'ai senti quelque chose mourir en moi. Ce n'était pas mon amour pour Olivier. C'était le respect que j'avais toujours forcé à ressentir pour lui, même en sachant au fond que mon fils était devenu un homme cruel. Henri se tenait à mes côtés, les yeux fixés sur ses genoux, les mains tremblantes, tandis qu'il serrait sa coupe de champagne. Il portait un costume gris simple, sans cravate coûteuse, sans montre ostentatoire, sans rien qui criait la richesse. C'était précisément pour cela qu'Olivier le méprisait. Mon fils avait toujours mesuré la valeur des gens par la taille de leur compte en banque, par la marque de leur voiture, par leur adresse dans l'arrondissement le plus chic de Lyon. Et Henri, avec ses 67 ans, son attitude calme, ses mains calleuses et son sourire timide, ne correspondait pas à ce monde. Du moins, c'est ce que tout le monde pensait. La salle était décorée avec un goût exquis, des arrangements floraux de roses et de lys blancs ornaient chaque table. Des bougies parfumées diffusaient une odeur subtile de jasmin, et les grandes baies vitrées offraient une vue magnifique sur les jardins illuminés. J'avais passé des semaines à planifier chaque détail, voulant que ce jour soit parfait, mémorable pour toutes les bonnes raisons. Mais en quelques minutes, Olivier avait transformé mon rêve en cauchemar. Les invités qui nous entouraient, des amis de longue date, des collègues de mon ancienne carrière d'enseignante, des voisins que je connaissais depuis des décennies, détournèrent les yeux, gênés, ne sachant pas comment réagir face à cette scène brutale. Olivier a continué, sa voix montant dans le silence pesant qui s'était installé. « Maman, tu te rends ridicule. Cet homme peut à peine payer ses propres factures. J'ai enquêté sur lui. Il vit dans un appartement loué à Vénissieux. Vénissieux, maman, le quartier où vont mourir les ratés. » Chaque mot était un coup de poignard, prononcé avec une cruauté calculée qui me coupait le souffle. Sa voix portait dans toute la salle, amplifiée par l'alcool et l'arrogance, et je voyais les visages autour de nous, certains choqués, d'autres amusés, quelques-uns carrément ravis du spectacle. Chloé riait tellement que les larmes coulaient sur son maquillage parfait, laissant des traînées noires sur ses joues soigneusement poudrées. Ses parents, assis à la table d'honneur dans leurs vêtements de créateurs, échangeaient des regards de supériorité, comme s'ils assistaient à un spectacle de cirque particulièrement divertissant. Je me suis levé de ma chaise, mes jambes tremblant sous le poids de l'émotion, mais ma voix est sortie ferme, tranchante, chargée d'une colère que j'avais contenue pendant des années. Sortez, vous tous, maintenant. La salle entière s'est figée. Les conversations se sont arrêtées net. Les verres sont restés suspendus en l'air. Même la musique de fond semblait s'être évanouie dans le silence qui a suivi. Olivier a cligné des yeux, désorienté, comme s'il n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. « Maman, tu ne parles pas sérieusement. » J'ai fait un pas vers lui et ma voix est montée d'une octave, remplie d'une force que je ne savais pas posséder. J'ai dit « Sortez, vous êtes une honte. Vous avez humilié l'homme que j'aime, vous avez ri de mon bonheur et vous pensez que c'est acceptable. Sortez de ma fête, sortez de ma vie. » Le visage d'Olivier est passé du rouge de l'embarras au blanc de la stupéfaction. Pendant une seconde, j'ai vu quelque chose vaciller dans ses yeux, peut-être un éclair de conscience, peut-être simplement la peur de perdre le contrôle. Mais Chloé s'est levée d'un bond, indignée, son visage cramoisi contrastant violemment avec sa robe blanche. « Tu vas le regretter, Martine. Tu choisis ce moins que rien au lieu de ta propre famille. » Sa voix était aiguë, perçante, remplie d'une rage qui masquait mal sa propre insécurité. Je ne lui ai pas répondu. Je me suis contenté de pointer vers la porte, mon bras tendu comme une sentence définitive. Olivier a hésité, l'orgueil blessé visible sur son visage qui se contractait entre la colère et quelque chose qui ressemblait presque à du regret. Mais finalement, il a tourné les talons, entraînant Chloé avec lui dans un mouvement brusque qui a fait vaciller sa femme sur ses talons hauts. La famille de Chloé les a suivis,
murmurant des insultes à voix basse, lançant des regards méprisants dans ma direction en passant. J'ai entendu des bribes de conversation. Complètement folle, elle le regrettera. Pauvre Olivier. Chaque commentaire était comme du sel sur une plaie ouverte. En quelques minutes, la moitié des invités avaient quitté la salle et le silence qui restait était si lourd que je pouvais sentir son poids s'écraser sur mes épaules, m'écrasant presque sous son intensité. Les tables qui avaient été remplies de rires et de conversations animées quelques instants auparavant étaient maintenant à moitié vides, les chaises renversées dans la hâte du départ. Des serviettes froissées jonchaient les nappes blanches immaculées. Des coupes de champagne à moitié pleines reflétaient les lumières dansantes des bougies. C'était comme si un ouragan était passé, laissant derrière lui un champ de dévastation émotionnelle. Mes amis les plus proches, Françoise, ma confidente depuis 40 ans, Michel et Sylvie, nos voisins fidèles, sont restés assis, leurs visages exprimant un mélange de solidarité et de compassion silencieuse qui m'a réchauffé le cœur malgré la douleur. Henri a touché mon bras avec une délicatesse infinie, ses doigts effleurant ma peau comme s'il avait peur que je me brise au moindre contact. Ses yeux étaient humides, brillants de larmes retenues, mais il y avait quelque chose en eux que je n'avais jamais vu auparavant. De la détermination, une force tranquille qui contrastait avec sa douceur habituelle. « Martine », a-t-il dit doucement, sa voix rauque d'émotion, « je dois te dire quelque chose. » Mon cœur s'est emballé, tambourinant contre ma cage thoracique comme un oiseau affolé. Pour la première fois de la soirée, j'ai ressenti de la peur. Une peur viscérale qu'il me dise qu'il n'en pouvait plus, qu'il allait partir, que j'avais tout gâché. Mais ce qui est sorti de sa bouche était quelque chose que jamais, en 1 million d'années, je n'aurais pu imaginer. Ma chérie, je suis milliardaire. Le monde autour de moi a semblé s'arrêter. Le temps s'est figé dans une espèce de suspension irréelle. Je l'ai regardé, cherchant des signes que c'était une blague, une tentative maladroite de me remonter le moral après l'humiliation que je venais de subir. Mais Henri était sérieux, complètement, profondément sérieux. Ses yeux ne mentaient pas, son expression était grave, presque douloureuse. « Quoi ?» C'est tout ce que j'ai réussi à dire, ma voix sortant dans un filet étranglé qui ressemblait à peine à ma propre voix. Il a soupiré profondément, passant une main dans ses cheveux gris parsemés de blanc, un geste nerveux que je connaissais bien mais qui prenait maintenant une toute nouvelle signification. « Je n'ai jamais voulu que tu saches. Je voulais que tu m'aimes pour qui je suis, pas pour ce que j'ai. Mais après ce qui s'est passé ici, ce soir, je pense que tu mérites de connaître la vérité. » J'ai senti mes jambes faiblir sous moi, mes genoux menaçant de céder comme si tous les os de mon corps s'étaient soudainement transformés en eau. Henri m'a rattrapé fermement, mais avec tendresse, me guidant doucement vers la chaise la plus proche. Ma tête tournait, mes pensées se bousculaient dans un chaos indescriptible. Milliardaire ? Henri. L'homme qui conduisait une vieille Renault Clio avec des sièges usés et une radio qui grésillait, qui portait le même manteau de laine depuis des années parce qu'il disait qu'il était encore parfaitement fonctionnel, qui insistait toujours pour partager l'addition au restaurant parce qu'il ne voulait pas paraître arrogant ou prétentieux. Comment était-ce possible ? J'ai fondé une entreprise de technologie en 1985. A-t-il continué, sa voix basse mais ferme, chaque mot prononcé avec soin, comme s'il craignait que je ne le croie pas. À l'époque, c'était un petit projet dans un garage, quelque chose que j'avais commencé avec 2 amis de l'université. Nous développions des logiciels de gestion pour les petites entreprises. Rien de révolutionnaire, mais nous étions en avance sur notre temps. L'entreprise a grandi, lentement au début, puis de façon exponentielle dans les années 90 avec l'essor de l'informatique. Je l'ai vendue en 2010 pour une somme considérable. Depuis, j'investis discrètement dans des startups et des fonds immobiliers. Je pourrais acheter la moitié de Lyon si je le voulais, Martine. Mais j'ai choisi de vivre simplement. J'ai choisi de te rencontrer sans masque, sans prétention, sans tout le cirque qui accompagne habituellement la richesse. Les larmes ont commencé à couler sur mon visage, chaudes et incontrôlables, traçant des sillons humides sur mes joues. Mais ce n'étaient pas des larmes de soulagement ou de joie.
C'étaient des larmes de rage, une rage brûlante, bouillonnante, qui montait du plus profond de mon être. Rage contre Olivier, rage contre Chloé, rage contre tous ces idiots qui avaient ri de l'homme que j'aimais, qui l'avaient jugé sur son apparence, sur ses vêtements modestes, sur sa voiture ordinaire. Parce qu'ils n'avaient aucune idée de qui ils avaient vraiment affaire. Ils avaient craché sur un homme qui valait 1000 fois plus qu'eux, pas financièrement, bien que ce soit maintenant évident, mais moralement, humainement, spirituellement. Et moi, soudainement, j'ai réalisé avec une clarté aveuglante que cette histoire ne faisait que commencer, que la révélation d'Henri n'était pas une fin, mais un début, que les semaines et les mois à venir allaient être remplis de rebondissements que je ne pouvais même pas imaginer. J'ai regardé cet homme extraordinaire, cet homme qui m'avait choisi, malgré toutes les femmes plus jeunes, plus belles, plus sophistiquées qu'il aurait pu avoir, et j'ai su avec une certitude absolue que je ne le laisserai jamais partir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose dans cette histoire vous a touché. Peut-être connaissez-vous la douleur d'être jugé, d'avoir votre valeur remise en question, d'aimer quelqu'un que le monde insiste à diminuer. Je connais cette douleur. Et c'est pourquoi je vous demande quelque chose de simple. Si cette histoire résonne en vous, laissez un like, commentez d'où vous nous regardez et abonnez-vous à la chaîne. Parce que ce qui va suivre va tout changer. Et j'ai besoin que vous soyez là avec moi jusqu'à la fin. Henri s'est levé, me tendant la main avec cette élégance naturelle qui le caractérisait. « Partons d'ici, Martine. Cet endroit ne mérite plus notre présence. » J'ai accepté sa main, toujours tremblante, toujours essayant de traiter tout ce qui venait de se passer. Les informations tourbillonnaient dans ma tête comme des feuilles mortes dans une tempête d'automne. Tandis que nous marchions vers la sortie, les invités qui étaient de rester, nos vrais amis, les gens qui se souciaient vraiment de nous, ont commencé à applaudir. Lentement au début, hésitant, puis de plus en plus fort jusqu'à ce que le son remplisse toute la salle, résonnant contre les murs comme un tonnerre libérateur. Françoise s'est levée, les joues mouillées de larmes, et a crié « Bravo, Martine, tu mérites tout le bonheur du monde !» D'autres voix se sont jointes à la sienne, créant un chœur de soutien qui a réchauffé mon cœur glacé. Michel et Sylvie nous ont suivis jusqu'à la sortie, Michel serrant fermement l'épaule d'Henri dans un geste de solidarité masculine silencieuse, tandis que Sylvie me prenait dans ses bras et murmurait « Nous sommes fiers de toi. Tu as fait ce qu'il fallait. » Olivier n'avait aucune idée de ce qu'il venait de perdre, aucune notion du prix qu'il allait devoir payer pour son arrogance, pour sa cruauté, pour son jugement aveugle. Et moi, Martine Bellanger, pour la première fois depuis des années, j'ai senti que j'étais exactement là où je devais être. Pas dans une salle de réception décorée avec soin, pas entourée de centaines d'invités superficiels, mais ici, debout aux côtés d'un homme qui m'aimait pour ce que j'étais vraiment, et entouré des quelques personnes qui comptaient vraiment. Mais la vérité sur Henri n'était que la pointe de l'iceberg. Parce que ce qu'il ne m'avait pas dit ce soir-là, ce que je ne découvrirais que quelques jours plus tard, c'est que mon fils était sur le point de faire face aux conséquences les plus dévastatrices de son arrogance. Et moi, Martine Bellanger, j'étais sur le point d'être témoin d'un retournement de situation que personne, absolument personne, n'avait vu venir. Les événements qui allaient se dérouler changeraient non seulement ma relation avec Olivier pour toujours, mais aussi ma compréhension du pardon, de la famille et de ce que signifie vraiment aimer quelqu'un malgré ses défauts les plus profonds. 3 jours après le mariage, je me suis réveillée dans la maison d'Henri pour la première fois. Et quand je dis maison, je veux dire un hôtel particulier du 6e arrondissement de Lyon, avec vue sur le parc de la Tête d'Or, 7 chambres, un jardin privé de 200 mètres carrés et une cave à vin qui valait probablement plus que tout ce que j'avais possédé dans ma vie. Henri m'avait emmené là le soir du mariage, après que nous ayons quitté la réception. J'étais encore sous le choc, incapable de parler, incapable de traiter ce qu'il m'avait révélé. Mais en franchissant les portes de cette demeure, en voyant les plafonds hauts, les moulures dorées, les œuvres d'art accrochées au mur, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, j'ai compris que ma vie venait de basculer dans une réalité que je n'avais jamais imaginée.
Henri m'a préparé un thé à la camomille dans une cuisine ultra-moderne cachée derrière des panneaux de bois anciens. Il portait un pull en cachemire beige, les pieds nus sur le carrelage chauffé, et il avait l'air normal, comme s'il n'était pas l'homme le plus riche que j'ai jamais rencontré. « Tu vas bien ?» m'a-t-il demandé en posant la tasse devant moi. Sa voix était douce, presque timide, comme s'il avait peur que je m'enfuis en courant. J'ai hoché la tête, même si ce n'était pas vraiment vrai. Mon esprit était en ébullition. Olivier, Chloé, leur rire cruel, les mots qu'ils avaient utilisés pour décrire Henri. Et maintenant, cette révélation qui changeait tout. « Pourquoi tu ne m'as rien dit avant ?» La question est sortie toute seule, chargée d'une émotion que je ne pouvais pas contenir. Henri s'est assis en face de moi, ses yeux gris fixés sur les miens. Parce que j'ai passé ma vie entière à être aimé pour ce que j'avais, pas pour qui j'étais. Ma première femme m'a quitté quand j'ai vendu l'entreprise. Elle voulait la gloire, les galas, les premières pages des magazines. Moi, je voulais juste vivre. Quand je t'ai rencontré au marché de la Croix-Rousse, quand tu m'as souri en choisissant tes tomates, j'ai su que tu étais différente. Tu ne savais rien de moi. Et tu m'as aimé quand même. Les larmes me sont montées aux yeux, parce qu'il avait raison. Je l'avais aimé pour ses mains douces quand il m'aidait à porter mes sacs, pour ses blagues maladroites qui me faisaient rire, pour la façon dont il écoutait mes histoires sans jamais m'interrompre. Je ne me souciais pas de sa voiture, de ses vêtements, de l'endroit où il vivait. Tout ce qui comptait, c'était la façon dont il me regardait, comme si j'étais la chose la plus précieuse au monde. « Mais maintenant, tu sais, » a-t-il continué, sa voix se brisant légèrement. « Et j'ai peur que ça change quelque chose entre nous. » Je me suis levée, contournant la table pour venir m'asseoir à côté de lui. J'ai pris ses mains dans les miennes, sentant les callosités anciennes qui témoignaient d'une vie de travail acharné, bien avant la richesse. « Ça ne change rien, Henri, absolument rien, sauf... » J'ai hésité, cherchant les mots justes. « Sauf que maintenant, je veux que tout le monde sache qui tu es vraiment. Je veux qu'Olivier et Chloé voient ce qu'ils ont perdu. Je veux qu'ils comprennent l'erreur monumentale qu'ils ont commise. » Un sourire triste a traversé le visage d'Henri. « Martine, la vengeance ne te rendra pas heureuse. » Mais j'avais déjà pris ma décision. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la justice. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel d'Olivier. Sa voix était tendue, presque suppliante. « Maman, il faut qu'on parle, Chloé et moi. On pense que tu fais une énorme erreur. Ce type t'utilise, tu ne vois pas? Il profite de ta solitude, de ton argent. » J'ai éclaté de rire, un rire amer, chargé de toute l'ironie de la situation. « Mon argent? Olivier, tu es sérieux? Tu penses vraiment que Henri a besoin de mes économies de retraité ?» Il y a eu un silence du côté d'Olivier. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» J'ai pris une profonde inspiration. « Je veux dire que l'homme que tu as traité de déchet, que tu as humilié devant des centaines de personnes, pourrait acheter ton entreprise 10 fois sans même regarder son compte en banque. » Le silence qui a suivi était assourdissant. J'imaginais Olivier, figé dans son bureau au Brotteau, le téléphone collé à l'oreille, son cerveau essayant de traiter l'information. « C'est impossible, » a-t-il finalement murmuré. « Henri Valois. Cherche ce nom sur Google, et après, rappelle-moi si tu as encore le courage. » J'ai raccroché avant qu'il puisse répondre, mon cœur battant la chamade. Henri est apparu dans l'encadrement de la porte, une tasse de café à la main, les sourcils levés dans une expression interrogative. « Tu lui as dit ?» J'ai hoché la tête. Il fallait qu'ils sachent, ils devaient tous savoir. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est qu'Olivier était dans une situation financière catastrophique. Son entreprise de consulting en ressources humaines, dont il était si fier, était au bord de la faillite. Il avait emprunté des sommes colossales pour maintenir les apparences, pour offrir à Chloé le train de vie qu'elle exigeait, pour prouver au monde entier qu'il était un homme à succès. Mais la réalité était tout autre. Et Henri, avec ses connexions, ses investissements, son réseau tentaculaire dans le monde des affaires lyonnais, le savait déjà. Il le savait depuis le début. « Martine », Henri a dit doucement, s'asseyant à côté de moi sur le canapé en velours bleu. « Il y a autre chose que tu dois savoir. » Mon estomac s'est serré. « Quoi ?»
Il a soupiré, posant sa tasse sur la table basse en marbre. Olivier m'a contacté il y a 2 mois, avant même qu'on annonce notre mariage. Il voulait un prêt important. Il m'a envoyé un dossier complet, ses bilans financiers, tout. Il pensait que j'étais juste un vieil ami à toi, quelqu'un qu'il pourrait manipuler. Il ne savait pas qui j'étais vraiment. Les mots d'Henri sont tombés sur moi comme une tonne de briques. Et qu'est-ce que tu as fait? Je lui ai dit non, poliment, sans donner de raison, parce que je voyais déjà quel genre d'homme il était, et je ne voulais pas que mon argent serve à financer son arrogance. J'ai fermé les yeux, la tête entre les mains. Tout prenait sens maintenant. La haine d'Olivier envers Henri, l'humiliation publique. Ce n'était pas juste du mépris de classe, c'était de la rancune, de la jalousie. Et maintenant, en découvrant la vérité sur l'identité d'Henri, Olivier devait être en train de réaliser l'ampleur de sa catastrophe. Il avait craché au visage de l'homme qui aurait pu le sauver. Et il n'y avait aucun retour en arrière possible. 3 heures plus tard, Olivier a débarqué devant la maison d'Henri. Je l'ai vu depuis la fenêtre du salon, sortant de sa Mercedes noire, Chloé à ses côtés, tous les deux pâles comme des fantômes. Henri m'a regardé, une question silencieuse dans ses yeux. « Tu veux que je les laisse entrer ?» J'ai secoué la tête. « Non, mais je vais leur parler. » Je suis sortie dans le jardin, refermant la porte derrière moi. Olivier m'a regardé, et pour la première fois de sa vie, j'ai vu de la peur dans ses yeux. De la vraie peur. « Maman, je suis désolée, vraiment désolée, je ne savais pas. » « Tu ne savais pas quoi, Olivier? Que Henri était riche? C'est ça qui te fait regretter? Pas l'humiliation, pas la cruauté, juste le fait que tu as insulté quelqu'un de puissant ?» Ma voix était glaciale, chaque mot sortant comme une lame. Chloé a essayé d'intervenir, les yeux rouges, le maquillage coulant. « Martine, s'il vous plaît, Olivier a fait une erreur. Nous avons tous fait des erreurs, mais on est une famille. » J'ai ri, un rire sec, sans joie. « Une famille? Vous m'avez traité de pathétique, vous avez ri de mon bonheur. Et maintenant, parce que vous avez découvert qui est Henri, vous voulez revenir en rampant ?» Olivier a fait un pas en avant, les mains jointes presque en prière. « J'ai besoin d'aide, maman. L'entreprise, elle va couler. Et si ça arrive, je perds tout. La maison, les voitures, tout. Chloé et moi, on ne peut pas. » J'ai levé la main, l'interrompant. « Tu aurais dû y penser avant. Henri t'a déjà dit non une fois. Et cette fois, c'est moi qui te dis non. » Les larmes ont commencé à couler sur le visage d'Olivier. De vraies larmes, pas de manipulation. « Maman, s'il te plaît, je suis ton fils. » J'ai senti ma gorge se serrer, mais j'ai tenu bon. Un fils qui m'a humilié devant des centaines de personnes. Un fils qui a choisi l'argent et les apparences au lieu de l'amour et du respect. Tu as fait ton choix, Olivier. Maintenant, vis avec. Je suis rentrée dans la maison, fermant la porte derrière moi, laissant mon fils dehors, en pleurs, face aux conséquences de ses actes. Henri m'a enveloppée dans ses bras, et pour la première fois depuis des jours, je me suis effondrée. Mais même au milieu des larmes, je savais que j'avais pris la bonne décision. Parce que l'amour ne peut pas exister sans respect. Et Olivier avait perdu le mien pour toujours. Ou du moins, c'est ce que je croyais à ce moment-là. Les 3 mois qui ont suivi ont été une période de transformation profonde et déstabilisante. Olivier a emménagé dans un petit appartement qu'Henri possédait dans le 7e arrondissement. Un espace modeste mais confortable avec un balcon donnant sur une petite rue bordée de platanes. L'appartement n'avait rien de luxueux. Un studio de 40 mètres carrés avec une kitchenette fonctionnelle, une salle de bain simple et un canapé-lit qui grinçait chaque fois qu'on s'y installait. Mais c'était propre, lumineux, et surtout, c'était un nouveau départ. Olivier a commencé une thérapie intensive avec le docteur Laurent Mercier, un psychologue spécialisé dans les relations familiales et les traumatismes, recommandé par Henri lui-même. Les séances avaient lieu 2 fois par semaine dans un cabinet discret de la presqu'île où Olivier passait des heures à décortiquer les mécanismes qui l'avaient reconduit à devenir l'homme qu'il détestait maintenant. Henri, avec sa discrétion légendaire et son réseau tentaculaire dans le monde des affaires lyonnais,
a utilisé ses contacts pour aider Olivier à trouver un emploi de consultant junior dans une start-up technologique spécialisée dans les solutions de gestion durable pour les petites entreprises. Ce n'était rien de glamour, rien qui ne ressemble même de loin à son ancienne vie de directeur d'une entreprise de consulting en ressources humaines. Le salaire était modeste, les horaires exigeants, et Olivier devait prendre le métro chaque matin comme n'importe quel employé ordinaire. Mais c'était un travail honnête, un travail qui lui permettait de reconstruire sa dignité pièce par pièce, jour après jour, sans le fardeau écrasant des dettes et des apparences à maintenir. Et moi, Martine Bellangère, j'ai appris quelque chose de fondamental durant cette période. Le pardon n'est pas un acte unique et définitif. Ce n'est pas un moment de grâce où tout est soudainement effacé et oublié. C'est un processus long, douloureux, sinueux, fait de petits pas en avant et de rechutes occasionnelles qui vous ramènent en arrière quand vous pensiez avoir avancé. Certains jours, je regardais Olivier et je voyais le petit garçon qui courait dans le jardin en riant, qui grimpait sur mes genoux pour que je lui lise des histoires avant de dormir. D'autres jours, tout ce que je voyais, c'était l'homme qui m'avait humilié devant des centaines de personnes, qui avait craché sur mon bonheur avec une cruauté calculée. Ces jours-là étaient les plus difficiles, ceux où je devais me forcer à me rappeler que les gens peuvent changer, qu'ils méritent une seconde chance. Les dîners du dimanche soir sont devenus notre rituel sacré, une ancre de stabilité dans le chaos émotionnel que nous traversions tous. Chaque dimanche, à 19h précise, Olivier sonnait à la porte de l'hôtel particulier, souvent avec une bouteille de vin modeste ou un bouquet de fleurs du marché. Nous mangions ensemble dans la grande salle à manger qui donnait sur le jardin, celle-là même où Henri m'avait servi du thé à la camomille, le soir de notre mariage désastreux. Au début, les conversations étaient tendues, artificielles, remplies de silences gênants qui s'étiraient comme des élastiques sur le point de se rompre. Nous parlions de la météo, du travail d'Olivier, de recettes de cuisine, évitant soigneusement tous les sujets qui faisaient vraiment mal. Mais petit à petit, au fil des semaines, quelque chose a commencé à changer, imperceptiblement. Les silences sont devenus moins oppressants, plus confortables. Olivier a commencé à parler de sa thérapie, d'abord avec hésitation, puis avec une ouverture croissante qui me surprenait et m'émouvait à parts égales. Il racontait les exercices que le docteur Mercier lui faisait faire, les journaux qu'il devait tenir où il écrivait ses pensées et ses émotions sans filtre. Il parlait des choses qu'il découvrait sur lui-même, sur la façon dont il avait laissé la pression sociale, les attentes irréalistes de Chloé et son propre besoin désespéré de validation le transformer en quelqu'un qu'il ne reconnaissait plus quand il se regardait dans le miroir. « Le docteur Mercier m'a fait comprendre quelque chose », a dit Olivier un dimanche pluvieux de décembre, alors que nous finissions un gratin dauphinois que j'avais préparé avec des pommes de terre du marché de la Croix-Rousse. Il m'a dit que j'avais passé ma vie entière à essayer de prouver quelque chose à papa, même après sa mort, surtout après sa mort. Je voulais lui prouver que j'étais un homme à succès, que j'avais réussi, que je méritais son respect. Mais papa ne m'avait jamais demandé ça. C'est moi qui m'étais mis cette pression. Sa voix se brisait légèrement, chargée d'une émotion brute qu'il ne cachait plus maintenant. Henri écoutait avec une patience infinie, ses yeux gris fixés sur Olivier avec une attention bienveillante qui ne jugeait jamais. Il posait des questions occasionnelles, offrait des conseils quand c'était nécessaire, partageait ses propres expériences de jeune entrepreneur obsédé par la réussite, au détriment de tout le reste. « J'ai failli perdre mon premier mariage à cause de ça », a confié Henri un soir, son visage sérieux dans la lueur des bougies qui éclairèrent la table. J'étais tellement obsédée par la croissance de l'entreprise, par les chiffres, par la prochaine grande vente, que j'ai oublié que j'avais une femme à la maison qui avait besoin de moi. Quand elle m'a quitté, j'étais stupéfait. Je ne comprenais pas. Je lui donnais tout l'argent qu'elle voulait, une belle maison, des vacances luxueuses. Mais ce n'était pas ça qu'elle voulait. Elle voulait ma présence, mon attention, mon temps. Les choses qu'on ne peut pas acheter. Olivier parlait aussi de son père avec une nostalgie déchirante qui me serrait le cœur. Claude lui manquait terriblement, et je réalisais maintenant à quel point la mort de son père l'avait dévasté d'une manière qu'il n'avait jamais su exprimer.
Je ne lui ai jamais dit que je l'aimais, maman, a avoué Olivier un soir, les larmes coulant librement sur son visage, sans qu'il fasse le moindre effort pour les cacher. Pas une seule fois à l'âge adulte. Je pensais que les hommes ne disaient pas ces choses-là, que c'était implicite. Mais maintenant, il est parti, et je ne peux plus jamais le lui dire. Cette pensée me tue chaque jour. Ces moments de vulnérabilité crue étaient comme des fenêtres qui s'ouvraient sur l'âme de mon fils, me permettant de voir les blessures profondes qu'il portait et qu'il avait cachées sous des couches d'arrogance et d'agressivité. Je commençais à comprendre que son comportement au mariage n'était pas seulement de la cruauté gratuite. C'était l'explosion d'années de douleurs non traitées, de griefs non exprimés, de peurs paralysantes de perdre les derniers liens qui le rattachaient à son père. Un dimanche de février particulièrement froid, alors que la neige commençait à tomber doucement sur Lyon, transformant la ville en un tableau impressionniste de blanc et de gris, Olivier est arrivé avec quelque chose dans les mains. Une petite boîte en bois, ancienne et usée par le temps, gravée de motifs floraux délicats qui témoignaient d'un artisanat d'une autre époque. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé en essuyant mes mains sur mon tablier fleuri, le cœur soudainement serré par un pressentiment que je ne pouvais pas expliquer. Olivier l'a posé délicatement sur la table de la cuisine, ses mains tremblant visiblement. Il a pris plusieurs respirations profondes avant de pouvoir parler, et quand il l'a fait, sa voix était à peine audible. C'est quelque chose que papa m'avait donné 3 jours avant de mourir. Nous étions seuls dans sa chambre d'hôpital. Il pouvait à peine parler, mais il a insisté pour que je prenne cette boîte. Il m'a fait promettre de te la donner si jamais je sentais que je t'avais perdu, que notre relation était au bord de la rupture définitive. Il m'a dit, si tu fais quelque chose de stupide, Olivier, quelque chose qui blesse ta mère profondément, donne-lui cette boîte. Elle contient les mots que je n'aurai plus la chance de lui dire. Je crois que ce moment est arrivé, maman. Je crois même qu'il est dépassé depuis longtemps. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Claude, mon mari bien-aimé, mon compagnon de 40 années, parti trop tôt d'un cancer du pancréas qu'il avait dévoré en l'espace de 6 mois horribles. Même dans ces derniers jours, réduit à l'ombre de lui-même par la maladie et les traitements, il pensait à moi, il pensait à notre fils. Il essayait de nous protéger même au-delà de sa mort. J'ai ouvert la boîte avec des mains tremblantes, mes doigts effleurant le bois poli par le temps. À l'intérieur, soigneusement pliées et rangées chronologiquement, il y avait des lettres. Des dizaines de lettres. Toutes écrites de la main de Claude dans cette écriture soignée et élégante que je connaissais si bien, celle qu'il avait développée durant ses années comme ingénieur où la précision était primordiale. J'ai pris la première lettre, celle du dessus, datée du 12 mars 2018, 3 semaines avant sa mort. Mes yeux se sont immédiatement remplis de larmes qui ont brouillé les mots, me forçant à cligner plusieurs fois avant de pouvoir lire. « Ma chère Martine, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Cette pensée me brise le cœur, non pas parce que j'ai peur de la mort. J'ai fait la paix avec elle maintenant, mais parce que je dois te laisser affronter le reste de ta vie sans moi. Si Olivier te donne cette boîte, c'est qu'il a fait quelque chose de terrible. Quelque chose qui t'a blessé au plus profond de ton être. Je le connais, mon fils. Je connais ses qualités extraordinaires, son intelligence vive, sa détermination, sa loyauté envers ceux qu'il aime. Mais je connais aussi ses défauts, ses démons. Il a mon tempérament, mon orgueil blessant, ma tendance à dire des choses cruelles quand j'ai peur ou que je me sens menacée. Mais je sais aussi qu'il a ton cœur, Martine. Ton immense capacité à aimer profondément, ta générosité d'esprit, ta force tranquille qui peut déplacer des montagnes. Les larmes coulaient maintenant librement, chaudes et salées, trempant le papier jauni et fragile. Je devais m'arrêter fréquemment pour m'essuyer les yeux, pour reprendre mon souffle qui se bloquait dans ma gorge. S'il a perdu son chemin, s'il a laissé la peur ou l'orgueil le transformer en quelqu'un qu'il n'est pas vraiment, je t'en supplie, aide-le à le retrouver. Ne le laisse pas se noyer dans ses erreurs comme j'ai failli le faire tant de fois dans ma propre vie. Tu te souviens de cette période après la faillite de ma première entreprise? J'étais tellement amère, tellement en colère contre le monde entier. Je disais des choses horribles,
Je blessais les gens autour de moi, surtout toi. Tu aurais pu partir. Dieu sait que tu en avais toutes les raisons. Mais tu es resté. Tu as vu au-delà de ma colère, au-delà de mon orgueil blessé, et tu as vu l'homme que je pouvais redevenir avec ton aide. Tu m'as sauvée, Martine. Tu m'as littéralement sauvé la vie. Maintenant, je te demande de faire la même chose pour notre fils. La lettre continuait sur plusieurs pages. Chaque mot écrit avec soin, chaque phrase choisie avec l'amour et la sagesse que Claude avait accumulés au fil de sa vie. Il racontait des souvenirs de notre mariage, des moments où nous avions surmonté des obstacles qui auraient pu détruire des couples moins solides. Il parlait d'Olivier Renfant, de ses peurs nocturnes, de la façon dont il se cachait dans notre lit pendant les orages. Il me rappelait que sous l'homme arrogant et blessant se cachait toujours ce petit garçon effrayé qui avait besoin d'amour et de guidance. Olivier pleurait aussi, assis en face de moi à la table de la cuisine. Ses épaules secouées de sanglots silencieux qui montaient du plus profond de sa poitrine. Henri, debout près de l'évier, nous observait avec une expression de profonde compassion, mêlée de respect pour ce moment intime entre mon fils et moi. Il ne disait rien, n'intervenait pas, comprenant instinctivement que nous avions besoin de cet espace, de ce moment de connexion pure et non filtré avec l'homme qui nous avait tant manqué à tous les deux. J'ai lu lettre après lettre, chacune adressée à moi avec une tendresse qui me déchirait, chacune pleine d'amour inconditionnel, de sagesse durement gagnée, de conseils précieux pour naviguer dans la vie sans lui. Claude parlait de ses propres erreurs comme père, des fois où il avait été trop dur avec Olivier, trop exigeant, trop obsédé par la réussite professionnelle. Il exprimait des regrets profonds, des choses qu'il aurait voulu dire à notre fils, mais qu'il n'avait jamais trouvé le courage de verbaliser. Il me demandait de transmettre ces messages, de dire à Olivier combien il était fier de lui, combien il l'aimait malgré tout. Et dans la dernière lettre, celle tout au fond de la boîte, soigneusement pliée et marquée d'un simple « Pour Martine », à lire en dernier, Claude avait écrit quelque chose qui m'a simultanément brisé et guéri d'une manière que je ne pensais pas possible. Martine, ma femme adorée, mon âme sœur, ma partenaire dans toutes les aventures de cette vie extraordinaire que nous avons partagée. Si un jour, après moi, tu trouves quelqu'un d'autre, quelqu'un qui illumine tes jours comme j'espère l'avoir fait, quelqu'un qui te fait rire, qui prend soin de toi, qui t'aime pour la femme merveilleuse que tu es, ne te sens pas coupable. Pas une seule seconde. Je veux que tu vives pleinement, Martine. Je veux que tu continues à danser, à rire, à aimer avec cette passion qui t'a toujours caractérisé. Tu mérites toute la joie que le monde peut t'offrir, et si cette joie vient d'un nouvel amour, alors embrasse-le sans hésitation ni remords. La lettre continuait. Si Olivier ne comprend pas cela, si son chagrin ou sa confusion le poussent à rejeter ton bonheur, dis-lui que son père le lui ordonne. Dis-lui que l'amour n'est pas une ressource limitée, qu'aimer quelqu'un d'autre ne signifie pas que tu m'as oublié ou que notre amour avait moins de valeur. Dis-lui que le plus grand honneur qu'il peut me faire n'est pas de préserver ton isolement ou ta solitude au nom de ma mémoire, mais de te soutenir dans ta quête de bonheur où qu'elle te mène. Parce que ton bonheur était ma raison de vivre. Martine, et même dans la mort, cela reste ma plus grande préoccupation. J'ai fermé la boîte avec des mains tremblantes, incapable de parler, la gorge si serrée que j'avais l'impression qu'elle allait se refermer complètement. Les larmes coulaient en torrent maintenant, des sanglots profonds qui secouaient tout mon corps. Olivier s'est levé brusquement, faisant grincer sa chaise contre le carrelage, et il a contourné la table pour venir s'agenouiller devant moi. Il a posé sa tête sur mes genoux comme il le faisait quand il était enfant et qu'il avait fait une bêtise, cherchant mon réconfort et mon pardon. « Maman », sa voix était brisée, à peine plus qu'un murmure rauque. « Je suis désolée, je suis tellement, tellement désolée pour tout. Pour le mariage, pour les mots horribles, pour avoir trahi ta confiance et ton amour. Papa avait raison sur tout. J'ai laissé ma peur et mon orgueil me transformer en un monstre. Mais je veux changer, maman. Je veux vraiment changer. Je veux être le fils qu'il aurait voulu que je sois. Le fils que tu mérites d'avoir. Je ne peux pas effacer ce que j'ai fait. Je ne peux pas reprendre ces mots terribles, mais je peux travailler chaque jour pour devenir meilleur, pour mériter une seconde chance.
J'ai posé mes mains sur sa tête, caressant ses cheveux comme je le faisais quand il était petit et avait besoin d'être consolé. Les mots de Claude résonnaient dans mon esprit, me guidant, me donnant la force dont j'avais besoin. « Je te pardonne, Olivier. » Et je dis, ma voix tremblante mais ferme. « Je te pardonne complètement, mais tu dois comprendre quelque chose. Le pardon ne signifie pas que tout redevient comme avant instantanément. Nous devons reconstruire la confiance, pièce par pièce, et cela prendra du temps, peut-être beaucoup de temps. Es-tu prêt à faire ce travail ?» Olivier a relevé la tête, ses yeux rouges et gonflés me regardant avec une intensité brûlante. « Je ferai tout ce qu'il faut, maman. Tout. Je passerai le reste de ma vie à te prouver que je mérite ton pardon si c'est nécessaire. » Henri s'est approché doucement, posant une main réconfortante sur l'épaule d'Olivier. « Le fait que tu reconnaisses tes erreurs est déjà un grand pas, Olivier. Beaucoup de gens ne parviennent jamais à cela. Mais maintenant vient la partie difficile. Transformer cette reconnaissance en action concrète, jour après jour, même quand c'est dur, même quand tu as envie d'abandonner. Ce soir-là, nous avons parlé pendant des heures et des heures, jusqu'à ce que les bougies se consument et que l'aube commence à pointer à travers les fenêtres de la salle à manger. Olivier a raconté des histoires de son enfance que j'avais oubliées, des souvenirs précieux de Claude que nous avons partagés en riant à travers nos larmes. Henri a partagé ses propres expériences, en parlant de son père autoritaire et distant qui ne lui avait jamais dit qu'il était fier de lui, et de combien il regrettait amèrement de ne pas avoir eu une seconde chance de réparer leur relation avant sa mort. Nous avons ri, pleuré, et quelque part au milieu de cette nuit transformatrice, quelque chose de fondamental s'est réparé entre nous. Pas complètement, pas parfaitement. Les blessures étaient encore là, sensibles au moindre toucher, prêtes à se rouvrir si nous n'y faisions pas attention. Mais elles commençaient à guérir, et pour la première fois depuis des mois, j'ai senti une lueur d'espoir authentique. Mais la vie, dans sa sagesse cruelle et imprévisible, a une façon de vous rappeler que le bonheur est fragile, que la paix est temporaire, que les fantômes du passé ne disparaissent jamais complètement. 2 semaines après cette nuit mémorable, j'ai reçu un appel d'un avocat au nom intimidant. Maître Jean-Philippe Rousseau, du cabinet Rousseau & Associés, l'un des plus prestigieux et les plus redoutés de Lyon. Sa voix était professionnelle, détachée, mais il y avait quelque chose dans son ton qui m'a immédiatement mise mal à l'aise. « Madame Bélanger, » a-t-il commencé sans préambule après s'être présenté, « je représente Madame Chloé Duchamp, anciennement Madame Bélanger. Ma cliente a intenté une action en justice contre votre fils, Monsieur Olivier Bélanger, pour détresse émotionnelle grave, manipulation psychologique et financière et abandon conjugal malveillant. » Mon sang s'est glacé dans mes veines. Quoi? C'est ridicule! Chloé est celle qui l'a quitté. L'avocat a continué, ignorant mon interruption. Ma cliente réclame une compensation financière substantielle pour les dommages psychologiques qu'elle a subis durant son mariage avec votre fils. Elle réclame également la moitié de tous les biens que M. Bélanger possédait au moment de leur séparation. J'ai failli éclater de rire tant c'était absurde. Olivier n'a plus rien. Il a tout perdu dans la faillite de son entreprise. Mais l'avocat n'en avait pas terminé. De plus, Madame Duchamp inclut dans sa plainte vous-même, Madame Bélanger, ainsi que M. Henri Valois, qu'elle accuse d'avoir conspiré pour détruire son mariage, d'avoir exercé une influence indue sur M. Bélanger pour qu'il l'abandonne et d'avoir intentionnellement causé une détresse émotionnelle à ma cliente. Le monde a semblé tourner autour de moi. C'était insensé, grotesque, une distorsion tellement absurde de la réalité que j'avais du mal à croire que c'était réel. Mais l'avocat continuait à parler, détaillant les accusations avec une précision clinique qui rendait le tout encore plus surréaliste. Chloé nous accusait d'avoir manipulé Olivier, de l'avoir retourné contre elle, d'avoir orchestré son échec professionnel pour le rendre dépendant de nous. C'était du délire pur, une tentative désespérée et malveillante de se venger, mais c'était aussi dangereux. Parce que les mensonges, répétés assez fort et assez souvent, peuvent devenir des vérités aux yeux de certaines personnes, surtout quand ils sont emballés dans le langage juridique sophistiqué d'un avocat coûteux. Henri a immédiatement contacté ses propres avocats, une équipe redoutable et expérimentée du cabinet Dubois & Lemaire,
spécialisée dans les affaires de diffamation et les litiges familiaux complexes. Maître Catherine Dubois, une femme impressionnante dans la cinquantaine avancée, avec des cheveux gris acier coupés au carré et un regard perçant qui semblait voir à travers les mensonges et les subterfuges, a analysé le dossier complet de Chloé en moins de 48 heures avec l'aide de son équipe. « C'est du vent ?» nous a-t-elle assuré lors d'une réunion dans son bureau luxueux du 2e arrondissement, ses mains manucurées posées calmement sur la pile de documents devant elle. Madame Duchamp n'a aucune base légale solide. Aucun juge censé ne prendra ses accusations au sérieux une fois qu'il aura examiné les faits réels. Mais je dois vous prévenir, elle va faire du bruit. Elle va essayer de vous salir publiquement, de transformer cette histoire en spectacle médiatique. C'est une tactique courante dans ce genre de cas. Créer suffisamment de controverses et de scandales pour forcer un règlement à l'amiable plutôt que d'aller au tribunal. Et c'est exactement ce que Chloé a fait avec une efficacité venimeuse qui m'a stupéfiée. Elle a contacté des journaux locaux comme Le Progrès et Lyon Capital, des blogs People, même des groupes Facebook régionaux de Lyon et des environs, racontant sa version complètement déformée de l'histoire. Dans sa narration, elle était la victime innocente, la jeune femme amoureuse qui avait été manipulée et abandonnée par une famille riche et puissante. Martine Bélanger, la vieille femme calculatrice qui avait séduit un milliardaire pour voler la fortune de son fils. Henri Valois, le manipulateur sans scrupules qui tirait les ficelles dans l'ombre, orchestrant la destruction du mariage d'Olivier pour des raisons mystérieuses et sinistres. Les commentaires en ligne ont commencé à affluer comme une marée toxique. Certains étaient compatissants envers Chloé, la voyant comme une victime de la richesse et du privilège. D'autres nous défendaient farouchement, ayant assisté au mariage ou connaissant la vraie histoire. Mais la plupart étaient simplement curieux du scandale, se délectant du drama comme des spectateurs affamés de divertissement, lançant des spéculations sauvages et des théories conspirationnistes de plus en plus absurdes. Mon téléphone sonnait constamment avec des journalistes cherchant des déclarations. Mes anciennes collègues de l'école où j'enseignais m'appelaient pour demander si tout allait bien. Même mes voisins me regardaient différemment quand je sortais faire mes courses. Olivier était complètement anéanti par cette nouvelle attaque. « C'est ma faute », répétait-il sans cesse comme un mantra obsessionnel, marchant de long en large dans le salon luxueux d'Henri comme un animal en cage. Si je n'avais pas été aussi stupide, si je ne l'avais jamais épousée, si j'avais vu qui elle était vraiment dès le début, rien de tout ça ne serait arrivé. Je vous ai tous mis en danger à cause de mon aveuglement et de ma stupidité. Ses mains tremblaient, son visage était pâle, et je voyais les signes inquiétants d'une spirale d'anxiété qui menaçait de le ramener dans cet état sombre où il était après la faillite. J'ai posé fermement mes mains sur ses épaules, le forçant à s'arrêter et à me regarder dans les yeux. « Olivier, écoute-moi attentivement. Chloé fait ça parce qu'elle a perdu. Elle a perdu son train de vie luxueux, son statut social, son contrôle absolu sur toi. Les gens blessés et désespérés font des choses blessantes et désespérées. Mais nous n'allons pas nous laisser détruire par elle. Nous sommes plus forts que ça, tu m'entends ?» Olivier a hoché la tête faiblement, mais je voyais la culpabilité ronger son visage comme un acide, creusant des rides nouvelles autour de ses yeux et de sa bouche. C'est Henri qui a finalement trouvé la solution. Avec cette sagesse tranquille et cette intelligence stratégique qui le caractérisait. Une conférence de presse, a-t-il annoncé un soir, alors que nous étions tous les trois assis dans son bureau lambrissé de chêne, entouré de livres anciens et de souvenirs de voyage. Pas pour nous défendre de manière défensive, pas pour attaquer Chloé directement, mais pour raconter notre histoire. La vraie histoire, sans filtre, sans avocat qui parle pour nous. Les gens sont intelligents. Ils peuvent reconnaître l'authenticité quand ils la voient. Il s'est arrêté, regardant par la fenêtre le jardin maintenant couvert de neige. Les gens aiment les histoires authentiques et humaines. Ils veulent savoir qui nous sommes vraiment, pas la caricature que Chloé essaie de peindre. Alors montrons-leur. Montrons-leur une femme qui a trouvé l'amour à 63 ans malgré le jugement et les obstacles. Un homme qui a choisi la discrétion et la simplicité malgré une richesse extraordinaire. Un fils qui a fait des erreurs terribles, mais qui a le courage de les reconnaître et de travailler dur pour se racheter.
C'est une histoire puissante, Martine. Plus puissante que n'importe quel mensonge fabriqué que Chloé et son avocat peuvent inventer. Au début, l'idée me terrifiait viscéralement. Exposer ma vie privée, mes blessures les plus profondes, mes moments les plus vulnérables devant des caméras, devant des journalistes affamés de sensationnel qui chercheraient la moindre contradiction, la moindre faiblesse. C'était comme se tenir nu devant une foule hostile. Mais plus j'y réfléchissais durant les nuits où le sommeil me fuyait, plus je réalisais qu'Henri avait profondément raison. La vérité, aussi douloureuse et imparfaite soit-elle, était notre meilleure et notre seule véritable défense contre les mensonges toxiques de Chloé. Les 3 mois qui ont suivi ont été une période de transformation. Olivier a emménagé dans un petit appartement qu'Henri possédait dans le 7e arrondissement, un espace modeste mais confortable. Il a commencé une thérapie intensive avec un psychologue spécialisé dans les relations familiales et les traumatismes. Henri, avec sa discrétion habituelle, a utilisé ses contacts pour aider Olivier à trouver un emploi de consultant junior dans une start-up technologique. Rien de glamour, rien qui ne ressemble à son ancienne vie, mais un travail honnête qui lui permettait de reconstruire sa dignité pièce par pièce. Et moi, Martine Bélangère, j'ai appris quelque chose de fondamental. Le pardon n'est pas un acte unique. C'est un processus long, douloureux, fait de petits pas et de rechutes occasionnelles. Les dîners hebdomadaires sont devenus notre rituel. Chaque dimanche soir, Olivier venait chez nous et nous mangions ensemble dans la grande salle à manger qui donnait sur le jardin. Au début, les conversations étaient tendues, maladroites, remplies de silences gênants. Mais petit à petit, quelque chose a commencé à changer. Olivier parlait de sa thérapie, des choses qu'il découvrait sur lui-même, sur la façon dont il avait laissé la pression sociale et les attentes de Chloé le transformer en quelqu'un qu'il ne reconnaissait plus. Il parlait de son père, de combien il lui manquait, de combien il regrettait de ne jamais lui avoir dit certaines choses. Et Henri, cet homme extraordinaire, écoutait avec une patience infinie, offrant des conseils quand c'était nécessaire, mais surtout offrant une présence stable et bienveillante. Un dimanche de février, alors que la neige commençait à tomber doucement sur Lyon, Olivier est arrivé avec quelque chose dans les mains. Une petite boîte en bois, ancienne, gravée de motifs floraux. Qu'est-ce que c'est ? ai-je demandé en essuyant mes mains sur mon tablier. Olivier l'a posée sur la table, les mains tremblantes. C'est quelque chose que papa m'avait donné avant de mourir. Il m'avait fait promettre de te la donner si jamais je sentais que je t'avais perdu. Je crois que ce moment est arrivé. Mon cœur s'est serré. Claude, mon mari bien-aimé, parti trop tôt d'un cancer du pancréas. J'ai ouvert la boîte avec précaution. Et à l'intérieur, il y avait des lettres. Des dizaines de lettres, toutes écrites de la main de Claude. J'ai pris la première, reconnaissant immédiatement son écriture soignée, et j'ai commencé à lire. Ma chère Martine, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Et si Olivier te donne cette boîte, c'est qu'il a fait quelque chose de terrible. Je le connais, mon fils. Je sais qu'il a mon tempérament, mon orgueil, mes défauts. Mais je sais aussi qu'il a ton cœur, ta capacité à aimer profondément. S'il a perdu son chemin, aide-le à le retrouver. Ne le laisse pas se noyer dans ses erreurs, comme j'ai failli le faire tant de fois. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, et tu es la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée aussi. Ne l'oublie pas. Les larmes ont commencé à couler, avant même que je puisse les arrêter, chaudes et incontrôlables, trempant le papier jauni. Olivier pleurait aussi, assis en face de moi, les épaules secouées de sanglots silencieux. Henri a posé une main réconfortante sur mon épaule, mais n'a rien dit, respectant ce moment intime entre mon fils et moi. J'ai lu lettre après lettre, chacune adressée à moi, chacune pleine d'amour, de sagesse, de conseils pour naviguer dans la vie sans lui. Et dans la dernière lettre, celle tout au fond de la boîte, Claude avait écrit quelque chose qui m'a brisée et guérie en même temps. Martine, si un jour tu trouves quelqu'un d'autre, quelqu'un qui te rend heureuse, ne te sens pas coupable. Je veux que tu vives, je veux que tu aimes. Tu mérites toute la joie du monde. Et si Olivier ne comprend pas ça, dis-lui que son père le lui ordonne. J'ai fermé la boîte, incapable de parler, la gorge nouée par l'émotion. Olivier s'est levé,
contournant la table pour venir s'agenouiller devant moi, comme il le faisait quand il était enfant et qu'il avait fait une bêtise. « Maman, je suis désolée. Je suis tellement, tellement désolée. Papa avait raison. J'ai tout gâché. Mais je veux réparer. Je veux être le fils qu'il aurait voulu que je sois, le fils que tu mérites. » Je l'ai pris dans mes bras, sentant son corps trembler contre le mien, et j'ai murmuré les mots que je retenais depuis des mois. « Je te pardonne, Olivier. Je te pardonne. » Ce soir-là, nous avons parlé pendant des heures. Olivier a raconté des histoires de son enfance, des souvenirs de Claude que j'avais oubliés, des moments de tendresse et de complicité entre père et fils. Henri a partagé ses propres expériences, parlant de son père autoritaire qui ne lui avait jamais dit qu'il était fier de lui, et de combien il regrettait de ne pas avoir eu une seconde chance de réparer leur relation. Nous avons ri, pleuré, et quelque part au milieu de cette nuit enneigée, quelque chose s'est réparé entre nous. Pas complètement. Les blessures étaient encore là, sensibles au toucher. Mais elles commençaient à guérir. Mais la vie a une façon cruelle de vous rappeler que le bonheur est fragile. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel d'un avocat. Chloé avait intenté une action en justice contre Olivier pour détresse émotionnelle et manipulation financière. Elle réclamait la moitié de ce qu'Olivier possédait, ce qui, ironiquement, n'était plus grand-chose. Mais elle ne s'arrêtait pas là. Dans sa plainte, elle mentionnait Henri et moi, nous accusant d'avoir conspiré pour détruire son mariage et d'avoir manipulé Olivier pour qu'il l'abandonne. C'était absurde, ridicule, une tentative désespérée de se venger. Mais c'était aussi dangereux, parce que les mensonges, répétés assez fort, peuvent devenir des vérités aux yeux de certaines personnes. Henri a immédiatement contacté ses avocats, une équipe redoutable qui a analysé le dossier de Chloé en moins de 48 heures. « C'est du vent », m'a assuré Maître Dubois, une femme dans la cinquantaine aux cheveux gris acier et au regard perçant. Elle n'a aucune base légale. Aucun juge ne prendra ça au sérieux. Mais elle va faire du bruit. Elle va essayer de vous salir publiquement. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Chloé a contacté des journaux locaux, des blogs, même des groupes Facebook de la région lyonnaise, racontant sa version de l'histoire. Martine Bélangère, la vieille femme riche qui avait volé son mari avec l'aide d'un milliardaire manipulateur. Les commentaires ont commencé à affluer, certains compatissants envers Chloé, d'autres nous défendant, la plupart simplement curieux du scandale. Olivier était anéanti. « C'est ma faute », répétait-il sans cesse, marchant de long en large dans le salon d'Henri. « Si je n'avais pas été aussi stupide, si je ne l'avais jamais épousé, rien de tout ça ne serait arrivé. » J'ai posé mes mains sur ses épaules, le forçant à me regarder. « Olivier, écoute-moi. Chloé fait ça parce qu'elle a perdu. Elle a perdu son train de vie, son statut, son contrôle sur toi. Les gens blessés font des choses blessantes. Mais nous n'allons pas nous laisser détruire par elle. Tu m'entends » Olivier a hoché la tête, mais je voyais la culpabilité ronger son visage. C'est Henri qui a trouvé la solution, une conférence de presse. Pas pour nous défendre, pas pour attaquer Chloé, mais pour raconter notre histoire. La vraie histoire. Les gens aiment les histoires authentiques, a-t-il dit en regardant par la fenêtre le jardin enneigé. Ils veulent savoir qui nous sommes vraiment. Alors, montrons-leur. Montrons-leur une femme qui a trouvé l'amour à 63 ans. Un homme qui a choisi la discrétion et la simplicité malgré sa richesse. Un fils qui a fait des erreurs mais qui essaie de se racheter. C'est une histoire puissante, plus puissante que n'importe quel mensonge de Chloé. Au début, l'idée me terrifiait. Exposer ma vie privée devant des caméras, devant des journalistes affamés de sensationnel. Mais plus j'y réfléchissais, plus je comprenais qu'Henri avait raison. La vérité était notre meilleure défense. La conférence de presse a eu lieu dans le grand salon de l'hôtel particulier d'Henri. Une vingtaine de journalistes étaient présents, leurs caméras et micros pointés vers nous comme des armes. Henri a parlé en premier, sa voix calme et assurée. « Je m'appelle Henri Valois. Certains d'entre vous me connaissent déjà. D'autres découvrent mon nom pour la première fois. Je suis entrepreneur, investisseur. Et depuis 6 mois, je suis le mari de Martine Bélanger. On nous accuse de manipulation, de conspiration, de destruction d'un mariage. Mais la vérité est beaucoup plus simple et beaucoup plus humaine.
Il a marqué une pause, laissant les mots s'installer. J'ai rencontré Martine dans un marché. Elle choisissait des tomates. Je l'ai aidée à porter ses sacs. Nous avons parlé de tout et de rien. Et j'ai su, à ce moment précis, que je voulais passer le reste de ma vie avec cette femme. Puis c'était mon tour. J'ai pris une profonde inspiration, mes mains tremblant légèrement. Mon fils Olivier a fait des erreurs terribles. Il m'a humiliée, il a humilié Henri, et il a presque détruit notre relation. Mais il a aussi eu le courage de reconnaître ses torts. Il travaille chaque jour pour devenir un homme meilleur. Et moi, en tant que mère, j'ai choisi de lui donner une seconde chance. Parce que c'est ça l'amour. Ce n'est pas abandonner quelqu'un au premier échec. C'est être là, même quand c'est difficile, même quand ça fait mal. Les journalistes écrivaient furieusement. Les caméras enregistraient chaque mot. Et puis Olivier s'est levé. Nous ne lui avions pas demandé de parler, mais il l'a fait quand même. Je suis Olivier Bélangère, et je suis la raison pour laquelle nous sommes tous ici aujourd'hui. Sa voix tremblait, mais il a continué. J'ai traité Henri de déchet. J'ai humilié ma mère le jour de son mariage. J'ai laissé ma femme, Chloé, me manipuler et me transformer en quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Je ne cherche pas d'excuses. Je ne cherche pas la pitié. Je veux juste que vous sachiez que les gens peuvent changer, que les erreurs, aussi horribles soient-elles, ne définissent pas qui nous sommes pour toujours. Ma mère et Henri m'ont donné une seconde chance. Je passe chaque jour à essayer de la mériter. Le silence qui a suivi était assourdissant. Puis, lentement, un journaliste a commencé à applaudir, puis un autre, puis toute la salle. Les retombées ont été immédiates. L'histoire a fait la une des journaux locaux, puis nationaux. Les réseaux sociaux se sont enflammés, mais cette fois, en notre faveur. Les commentaires parlaient de courage, de rédemption, d'amour véritable. Chloé a essayé de riposter, donnant des interviews où elle se présentait comme la victime, mais personne ne l'écoutait plus. Son récit s'était effondré face à notre authenticité. 2 semaines plus tard, elle a retiré sa plainte et nous n'avons plus jamais entendu parler d'elle. Elle était partie vivre à Bordeaux, loin de Lyon, loin de nous, loin de la vie qu'elle avait essayé de construire sur des mensonges. Aujourd'hui, 6 mois après cette conférence de presse, je regarde ma vie et je suis remplie d'une gratitude profonde. Olivier vient dîner chaque dimanche et maintenant, il amène parfois sa nouvelle petite amie, Léa, une infirmière douce et terre-à-terre qui lui rappelle constamment de ne pas se prendre trop au sérieux. Henri et moi avons voyagé à travers la France, visitant des endroits que je n'aurais jamais pensé voir, les falaises d'Étretat, les lavandes de Provence, les plages de Normandie. Et chaque soir, quand nous revenons dans notre maison de Lyon, Henri me prend la main et me dit « Je t'aime, Martine ». Chaque jour un peu plus. La vie ne ressemble pas à un conte de fées. Il n'y a pas de fin parfaite où tous les problèmes disparaissent miraculeusement. Olivier lutte encore parfois avec ses démons, les regrets qui le hantent dans les moments de solitude. Moi, je porte encore les cicatrices de cette humiliation publique, les nuits où je me réveille en sueur, revivant ce moment où mon fils m'a trahi. Mais nous avançons, ensemble, parce que c'est ce que font les familles. Elles tombent, elles se brisent, mais elles se relèvent aussi. Et parfois, elles deviennent plus fortes dans les endroits qui ont été brisés. Henri m'a appris quelque chose de fondamental. La richesse ne se mesure pas en millions ou en propriétés. Elle se mesure en moments partagés, en rires échangés, en mains tenues dans l'obscurité. Je suis riche au-delà de toute mesure, non pas parce que j'ai épousé un milliardaire, mais parce que j'ai trouvé l'amour à un âge où beaucoup pensent que c'est trop tard. Parce que j'ai appris à pardonner, même quand chaque fibre de mon être voulait haïr. Parce que j'ai découvert que la rédemption n'est pas un cadeau qu'on offre, mais un chemin qu'on parcourt ensemble. Alors oui, mon fils m'a humilié devant 400 personnes. Oui, il a traité l'homme que j'aime de déchet. Mais il a aussi eu le courage de se regarder dans le miroir, de reconnaître ses erreurs et de faire le travail difficile de devenir meilleur. Et moi, Martine Bélanger, j'ai appris que l'amour véritable n'est pas l'absence de douleur. C'est le choix de rester, même quand partir serait plus facile. C'est le choix de construire, même quand tout semble détruit.
C'est le choix de croire en la possibilité du changement, même quand tout prouve le contraire. Et si vous me demandez aujourd'hui si je regrette quelque chose, je vous dirai ceci. Je regrette la douleur, je regrette les larmes, je regrette les mois de silence et de colère. Mais je ne regrette pas d'avoir donné à Olivier une seconde chance. Parce que sans cette chance, je n'aurais jamais su à quel point l'amour peut être résilient. Je n'aurais jamais vu mon fils transformer sa honte en force. Je n'aurais jamais compris que les fins ne sont jamais vraiment des fins. Elles sont juste des commencements déguisés, attendant que nous soyons assez courageux pour tourner la page et continuer à écrire notre histoire. Avez-vous déjà dû choisir entre l'amour et la famille, entre votre bonheur et l'approbation de ceux que vous avez mis au monde? Cette question m'habite encore aujourd'hui, même après tout ce qui s'est passé. Parce que ce choix n'était pas simple, n'était pas noir ou blanc. C'était une décision qui m'a déchiré de l'intérieur, qui m'a forcé à regarder dans le miroir et à me demander quelle femme je voulais être pour le reste de ma vie. Quand j'ai expulsé mon propre fils de mon mariage, quand j'ai refermé la porte sur ses larmes et ses supplications, une part de moi est morte. Mais une autre part, une part que j'avais oubliée pendant des années, s'est réveillée. Cette femme qui refuse de se laisser diminuer. Cette femme qui comprend que l'amour véritable mérite d'être défendu, même quand ça fait mal. Vous qui m'écoutez en ce moment, où que vous soyez dans ce vaste monde francophone, que ce soit à Lyon, à Paris, à Montréal, à Alger, à Bruxelles, ou dans un petit village dont personne ne connaît le nom, je veux que vous sachiez quelque chose. Votre histoire compte. Vos décisions, aussi difficiles aient-elles été, ont façonné qui vous êtes aujourd'hui. Et peut-être, comme moi, vous portez des cicatrices que personne ne voit. Alors je vous pose la question, et je veux vraiment connaître votre réponse. Auriez-vous fait le même choix que moi? Auriez-vous eu le courage de choisir votre propre bonheur quand tout le monde vous disait que c'était égoïste? Ou auriez-vous sacrifié votre chance d'aimer pour maintenir la paix familiale, pour éviter le conflit, pour ne pas blesser ceux qui vous avaient déjà tellement blessé? Écrivez-moi dans les commentaires. Pas juste un mot ou deux, mais racontez-moi vraiment. Dites-moi si vous avez vécu quelque chose de similaire, si vous avez dû pardonner l'impardonnable, si vous avez choisi l'amour malgré le jugement. Dites-moi d'où vous nous écoutez, quelle ville, quel pays. Parce que savoir que ma voix résonne dans vos maisons, dans vos cœurs, me donne la force de continuer à raconter ces histoires difficiles. Et si cette histoire vous a touché, si elle a réveillé quelque chose en vous, un souvenir, une émotion, une question que vous vous posez depuis des années, alors s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne. Parce que j'ai encore tant à partager. Tant d'histoires de femmes comme nous, qui ont survécu, qui ont aimé, qui ont pardonné ou qui ont eu le courage de partir. Nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Chaque ride sur notre visage raconte une bataille gagnée ou perdue. Chaque cheveu gris est un témoignage de sagesse durement acquise. Et chaque histoire que nous partageons devient une lumière pour quelqu'un d'autre qui marche dans l'obscurité. Le pardon n'est pas une faiblesse. Le choix du bonheur n'est pas de l'égoïsme. Et reconstruire après une trahison n'est pas de la naïveté, c'est du courage. Le genre de courage que seules les femmes qui ont vraiment vécu comprennent. Alors, restez avec moi. Commentez. Partagez vos pensées, vos doutes, vos victoires. Dites-moi si vous auriez pardonné à Olivier. Dites-moi si vous auriez épousé Henri malgré tout. Dites-moi ce que votre cœur vous murmure en ce moment même, parce qu'au fond, c'est exactement ce que nous cherchons toutes à cet âge de notre vie. Être entendues, être comprises, savoir que nos décisions avaient un sens, même si elles n'étaient pas parfaites. Je vous attends dans les commentaires. Je lirai chacun d'entre eux. Chaque mot que vous écrirez sera pour moi un cadeau précieux. Une preuve que nos histoires méritent d'être racontées, que nos vies méritent d'être célébrées. Abonnez-vous, aimez cette vidéo et surtout, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est jamais trop tard pour choisir le bonheur, qu'il n'est jamais trop tard pour pardonner et qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Je vous embrasse, où que vous soyez, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire qui, j'espère, touchera votre cœur autant que celle-ci. Parce que nous méritons toutes d'être heureuses, peu importe notre âge, peu importe notre passé. Nous méritons d'aimer et d'être aimés,
N'oubliez jamais cela. À bientôt, mes sœurs de vie. Laissez-moi vos mots dans les commentaires. J'attends de vous lire avec impatience et émotion.